à la veille de cette rencontre demain donc entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, pression maximale de la part de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Plusieurs séries de fortes explosions ont retenti à Kiev la nuit dernière. Bilan 2 morts, 28 blessés. Regardez cette séquence, on va le voir tout de suite, des frappes de la nuit sur Kiev, notamment à l'aide de drones. Et selon Volodymyr Zelensky a indiqué que la Russie avait envoyé au total pendant la nuit près de 500 drones, un nombre important de drones kamikazes ainsi que 40 missiles, notamment des Kinjal qui ont été lancés sur des infrastructures énergétiques et civiles. C'est là l'attitude réelle de Vladimir Poutine et de son entourage. Ils ne veulent pas mettre fin à la guerre et essaient de saisir toutes les occasions pour causer encore plus de souffrance à l'Ukraine. Voilà ce qu'a déclaré donc Volodymyr Zelensky. On va en parler avec nos invités qui nous ont rejoints. Claire Cambier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Reporter international LCI, vous êtes allé à de nombreuses reprises en Ukraine, Claire. Vincent Crouzet, expert en renseignement et écrivain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, auteur du livre Le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont. Arthur Königsberg, fondateur d'Eurocréative, bonjour, spécialiste de l'Europe centrale et auteur de L'Europe de l'Est n'existe pas aux éditions Erol. Et puis Brigitte Hadès, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour la revue Politique. Ces frappes, cette énorme pression russe, ça montre que Poutine ne veut pas arrêter la guerre. Vous êtes d'accord avec ce que dit Volodymyr Zelensky, Brigitte Hadès ? Poutine, en fait, il souhaite faire capituler l'Ukraine. Mais ce que l'on constate, c'est que toutes ces bombes qu'il envoie, ce ne sont pas des bombes qui vont définir l'issue de la guerre. Parce qu'en fait, ce sont des bombes sur des cibles civiles pour que le moral des Ukrainiens soit au plus bas. Mais c'est quand même un peu comme Hitler aussi en Grande-Bretagne. C'est pas comme ça qu'il a gagné la guerre en bombardant Londres. Mais on constate qu'il n'a pas détruit les infrastructures d'armement, de production d'armement ukrainienne. Donc finalement, ça n'amène pas grand-chose. Mais Poutine, en fait, il cherche. En fait, on voit que Poutine est quand même un peu aux abois parce que il faudrait qu'il fasse une pause, Poutine, parce que il est quand même pas en si bonne posture. À Moscou, il paraît qu'il y a eu des guirlandes de Noël où ils ont annoncé qu'ils voulaient que la guerre s'arrête. La fin de la guerre. Donc c'est quand même quelque chose de très nouveau. Même les Russes à Moscou font passer des messages. Donc franchement, Poutine en fait n'est pas en bonne posture. L'économie russe va pas bien. Finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il a envoyé du Tupolev, des avions qui sont fabriqués en 1954. Pour intimider les Européens. Donc il a du vieux matériel. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui est vraiment en position de gagner une guerre et de faire capituler l'ennemi. Donc il va falloir lui faire une pause. Et je pense que cette pause, ça ne veut pas dire qu'il va renoncer à posséder l'Ukraine un jour, mais ça va faire peut-être que les Européens auront le temps de se reprendre et de fabriquer suffisamment de munitions et d'armes pour le contrer. Alors sur Königsberg, en tout cas, ces attaques, elles ont lieu seulement quelques heures après l'officialisation de cette rencontre qui aura lieu demain entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Floride. Ça veut dire que Vladimir Poutine n'est pas disposé à accepter ce plan de paix ? Non, et c'est pas la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche que Vladimir Poutine, le Kremlin et l'armée russe se comportent comme ça sur Kiev ou sur d'autres villes d'Ukraine. On a l'impression de vraiment revivre les scènes de cet été. À un moment où Trump semblait véritablement agacé, voire lassé par cette impasse dans les négociations, les seules réponses de Vladimir Poutine à l'administration américaine, c'était de pilonner Kiev, de pilonner des infrastructures civiles, effectivement, peut-être dans l'espoir de faire craquer la population, mais la population ukrainienne, en 4 ans de guerre, a montré très peu de signes de faiblesse. N'est pas en multipliant les bombardements nocturnes avec 500 drones et 40 missiles que la Russie
fera céder la population ukrainienne. Mais oui, c'est un message de Vladimir Poutine à ces négociations. Mais ce n'est pas la première fois. La question aujourd'hui, c'est est-ce que Donald Trump, le président américain, va également se saisir ou comprendre ces messages? Il l'a dit plusieurs fois, il a le sentiment que Vladimir Poutine le balade. Il fonctionne beaucoup en séquence. Là, on a l'impression qu'on est plutôt dans une séquence où il met la pression sur Volodymyr Zelensky plutôt que sur Vladimir Poutine. Mais comme effectivement Zelensky, avec beaucoup de malice, est revenu dans la partie et plutôt proche d'un accord avec les Américains, on sent qu'effectivement, si les Russes fracassent cette possibilité d'accord de paix ou de cessez-le-feu, effectivement, les Américains pourraient être braqués par cette posture. Mais on est vraiment dans le domaine de l'imprévisibilité. On va voir une carte des frappes des derniers jours donc sur l'Ukraine. On a eu ces frappes sur Kiev. On a eu également les forces de Poutine qui ont largué des bombes aériennes guidées sur Kharkiv, faisant des morts et des blessés. Ou encore la ville d'Ouliepol dans l'oblast de Zaporizhia. Vous allez le voir avec l'image de ce drapeau ukrainien retiré par un soldat qui plante le drapeau d'une brigade russe. Voici cette image donc avec le drapeau ukrainien qui est retiré. Vincent Crouzet, on voit que Vladimir Poutine ne relâche pas la pression. Qu'est-ce que ça nous dit de ses intentions? Quelle lecture vous faites, vous, de ces nouvelles frappes? Bon, il augmente même la pression. Ouais. Il recherche une image. Les cibles qui ont été touchées hier à Kiev sont des cibles qui ont été... l'acquisition de ces cibles a été prédéfinie. On voit qu'il frappe des immeubles de grande hauteur pour faire de l'image. C'est du cinéma. Malheureusement, c'est du cinéma avec des civils derrière. On le voit bien, ce sont des images extrêmement spectaculaires. Sur l'importance de la frappe, 500 drones, plusieurs dizaines de missiles, dont des Kinjal, c'est certainement un des bombardements de très haute intensité des dernières semaines. Signifiant qu'effectivement, il souhaite marquer l'opinion internationale et vraisemblablement les Américains à la veille de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Mar-a-Lago. Maintenant, ça ne change rien. Comme le disaient Brigitte et Arthur, il y a une grande résilience quand même de la population ukrainienne. Et c'est vrai que la référence aux Anglais et à la mentalité du Blitz chez les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale est importante. Il y a chez les Ukrainiens cette capacité à encaisser les coups et ce flegmatisme, ce stoïcisme qui est absolument exceptionnel. Et malheureusement, tout l'acharnement, ou heureusement, l'acharnement de Poutine ne changera rien à la détermination ukrainienne. On parle aujourd'hui également d'Odessa. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un drone russe avait frappé le port d'Odessa et nous sommes en direct avec le député ukrainien d'Odessa, Oleksiy Goncharenko. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. On voit que la pression russe, elle est très présente. Quelle est la situation, vous, actuellement, à Odessa et dans sa région? La situation est vraiment difficile. La Russie attaque la région d'Odessa pour 2-3 semaines presque sans arrêt. Et c'est à cause de la porte que la Russie essayait d'arrêter le travail de la porte d'Odessa qui est très important pour la situation et la sécurité agriculturelle de tout le monde. Et Odessa et toutes les régions sont sur attaque russe constamment et c'est bien sûr très difficile. Oui, parce qu'Odessa, c'est un lieu stratégique pour Vladimir Poutine, avec son port, et qui donne accès, on le sait, à la mer Noire. C'est pour lui véritablement un lieu, depuis le début, qu'il avait coché et où il maintient, peut-être plus encore qu'à d'autres endroits, la pression. Oui, et aussi Odessa est très important parce que pour Poutine, c'est le couloir à la Transnistria qui est parti de Moldavie, occupée avec la Russie pour beaucoup d'années. Et c'est aussi faire Odessa et la région d'Odessa très important stratégique, d'angle stratégique. Et la Russie et Poutine attaquent Odessa très souvent. Sur le plan de paix qui est discuté actuellement, est-ce que, à la veille de cette rencontre qui aura lieu demain en Floride entre Trump et Zelensky, est-ce que vous pensez qu'il a une chance d'aboutir, ce plan de paix?
Nous, ici en Ukraine, nous voulons la paix et le plus vite qui est possible. Et bien sûr, nous espérons que la nouvelle réunion de Zelensky avec Trump peut changer quelque chose, mais je ne suis pas sûr parce que il y a un parti qui ne veut pas la paix, c'est la Russie, et Trump n'est pas prêt à attaquer la Russie très dur et utilise les sanctions très dures et donner à l'Ukraine l'arme et par exemple les missiles avec le grand lanceur et les choses comme ça parce que Poutine connaît le seule langue, c'est la langue de la force, mais malheureusement pour le moment l'administration des États-Unis n'utilise pas ce langue avec Poutine. Et je pense que Poutine, encore une fois, va gagner le temps et dire quelque chose, mais continue la guerre. Merci beaucoup Alexei Goncharenko d'avoir été avec nous, député ukrainien d'Odessa en direct donc sur LCI. Claire Cambier, Odessa, c'est une ville stratégique, c'est le poumon économique de l'Ukraine. Oui, et on voit que ces derniers temps, la Russie frappe de plus en plus toutes les infrastructures routières, les ports. Je crois que cette année, il y a 2 fois plus d'attaques sur les trains et les réseaux ferroviaires qu'auparavant. Il y en avait, j'ai été début décembre en Ukraine, plusieurs nuits de suite. Il y a la gare de Fastiv qui a été bombardée. Il y a vraiment une volonté de la part des Russes de limiter les déplacements, l'acheminement de l'armement, des militaires, etc. sur les zones du front, au-delà des attaques uniquement sur les infrastructures énergétiques.